Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF exige l'ouverture d'une enquête indépendante sur ce projet gouvernemental de distribution des ordinateurs chinois aux étudiants camerounais. Le principal parti de l'opposition est monté au créneau pour condamner la déclaration de guerre de Paul Biya aux assaillants sécessionnistes et accuser le chef de l'État de refuser l'ouverture d'un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise sociopolitique anglophone. Ce sont quelques résolutions du comité exécutif national du SDF, lequel n'a pas évoqué officiellement l'avenir du chairman du SDF à un mois du congrès ordinaire du principal parti de l'opposition. À peine élue Miss Cameroun, la couronne de cette reine de beauté est déjà contestée entre les critiques sur sa non-maîtrise de l'hymne national et la disqualification controversée d'une candidate finaliste à cette compétition. Les risques d'annulation planent sur ce concours de beauté. D'aucuns crient à la cabale, d'autres dénoncent une crise des valeurs morales. Nous vous dirons tout sur cette affaire dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La promiscuité gagne du terrain en milieu scolaire. À Banjoun, dans la région de l'Ouest, une école publique offre des conditions de travail intenables aux instituteurs et aux élèves. C'est le constat qu'ont fait Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat dans ce reportage. Banjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Kunki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au Koumoindou, casé dans un foyer communautaire. Nous sommes 3 pour un cycle complet. C'est ce qui dit, chaque enseignant tient 2 salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Des contrevents tiennent lieu de murs mitoyens entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et nous recevons tout le bruit. Et ce tintamarre qui dure depuis 8 ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné moi particulièrement le mal de nerfs. De telle enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Sumbanjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilettes pour le directeur, les enseignants et les élèves. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. La maternelle est une autre curiosité. Un bruyant poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. Vous regardez trop. Chacun me dit la voyelle là. Ah, sur la table, avec le doigt. Avec le doigt, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni infrastructure. Un chantier de construction de 4 salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. Mais les travaux évoluent à pas de tortue. Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. Élèves et enseignants de l'école publique de Sumbanjoun n'ont de choix que de prendre leur mal en patience. Mais pour combien de temps ne cesse-t-il de s'interroger? Le SDF exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce projet controversé de distribution des ordinateurs chinois
aux étudiants camerounais. C'est l'une des résolutions du comité exécutif national, lequel condamne la déclaration de guerre de Paul Biya aux assaillants sécessionnistes, un chef de l'État qui, selon le SDF, refuse d'ouvrir un dialogue inclusif pour traiter des causes profondes de la crise anglophone. Cependant, rien n'a été dit sur l'avenir politique du chairman du SDF à un mois du congrès ordinaire du principal parti de l'opposition. Des précisions avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. C'est l'un des principaux points du communiqué issu des travaux du comité exécutif du Social Democratic Front à Bamenda. Le parti demande au gouvernement de mettre un terme à la convention de près de 75 milliards de francs CFA signée entre le Cameroun et la Chine dans le cadre du projet de développement du numérique dans les universités, et dans l'une des déclinaisons est la distribution de 500 000 ordinateurs aux étudiants. Des ordinateurs dont les caractéristiques et le coût alimentent une vive polémique depuis lors. Le parti demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur le sujet. Le SDF appelle par ailleurs les pouvoirs publics à réorienter les fonds vers la création d'une usine de fabrication de ces machines au Cameroun. Le Social Democratic Front annonce son déplacement de Nidjon Frundi au Nigeria, aux côtés des Camerounais réfugiés du fait des tensions dans la région du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, mais également le Nord-Ouest, où la formation politique condamne les violences, viols et enlèvements, notamment dans les départements de la Magnou et du Ndiang. Si le communiqué du NEC ne dit mot sur l'avenir politique de Nidjon Frundi, les débats ont été particulièrement longs et houleux sur la question. Le chairman aurait concédé de se retirer de la tête du parti qu'il dirige depuis sa création en 1990, quitter la présidence du parti et probablement l'arène de l'élection présidentielle. Au SDF, cette option de renouvellement des énergies est envisagée. Le premier vice-président du parti, Joshua aussi, est sur les feux des projecteurs. Le débat sera tranché lors du congrès du 22 au 24 février prochain. Pour analyser et comprendre ces résolutions du NEC et la polémique autour de l'avenir politique du chairman du SDF, l'invité du journal est Célestin Ndiamen, secrétaire national aux droits de l'homme au SDF. Il est également membre du NEC. Il interviendra en deuxième partie de ce journal. Parlons à présent de cette affaire Miss Cameroun 2018. Elle essuie les critiques les plus acerbes sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Son incapacité à maîtriser l'hymne national lui ont valu des critiques de la part des Camerounais qui estiment que c'est une faute grave pour la part d'une reine de beauté. La mise en cause a produit une autre vidéo pour s'expliquer et démontrer aux yeux de l'opinion nationale sa maîtrise du chant patriotique. Malgré cela, la polémique est restée vive, selon le constat que fait Marcelin Gansop dans ce reportage. À peine la polémique sur son élection a envahi l'espace médiatique et désormais les tribunaux, que la Miss elle-même se retrouve sous les feux des projecteurs à la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. En 52 secondes, Aimée Caroline Secker étale ses insuffisances quant à la maîtrise de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, var debout et vers l'eau de ta liberté. Que celui que ce soit tes seuls buts, pour gravir le ciel doit toujours tes patries, tes chéris, tu es notre joie, le droit bonheur. Sans surprise, les réactions de désapprobation n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Certains internautes allant jusqu'à demander que la couronne lui soit retirée pour non-maîtrise de ce que les Camerounais ont de sacré, à savoir l'hymne national. D'aucuns parlant d'ailleurs de l'assassinat de l'hymne national. D'autres qualifiant de tête percée celle qui accepte de compétir à l'élection Miss Cameroun. Ouvrez grand les yeux. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Devant cette avalanche de critiques, la réaction de la Miss n'a pas tardé. D'abord pour relever que la vidéo qui l'incrimine date de longtemps, bien avant son élection comme Miss Cameroun. Ensuite pour démontrer aux yeux du monde qu'elle maîtrise bel et bien l'hymne national du Cameroun.
Une sortie qui intervient alors qu'une nouvelle polémique enfle au sujet de la nationalité de Aimée Caroline Seke. Oui, je le reconnais et l'avoue, ayant quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans, je n'ai pas toujours eu l'occasion de chanter parfaitement et de maîtriser les paroles de notre belle hymne nationale, raison pour laquelle vous avez vu cette vidéo en ligne. Mais l'esprit de leadership qui m'anime et l'amour que j'ai pour mon pays m'ont amené jusqu'à présent à corriger ce manquement, mais aussi à m'imprégner davantage des réalités socio-culturelles du Cameroun, mon cher et beau pays. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but. Si cette vidéo a le don d'adoucir quelques esprits choqués, elle irrite en même temps d'autres Camerounais qui estiment que la Miss aurait dû se taire. C'est dire combien l'élection Miss Cameroun 2018 fait des vagues, 3 semaines à peine après sa tenue. Notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Cette année encore, l'élection Miss Cameroun a été émaillée de plusieurs scandales. La couronne de cette reine de beauté est contestée par une candidate finaliste qui exige l'annulation pure et simple de cette compétition après avoir été écartée, selon elle, de façon ne respectant pas le règlement intérieur de ce concours, des manœuvres visant à l'empêcher de présenter son projet. La candidate finaliste qui exige l'annulation pure et simple de cette élection Miss Cameroun 2018, alors que l'affaire est portée devant les tribunaux. Le président du jury crie au scandale. Pour Daniel Claude Abaté, la Miss Cameroun 2018 mérite bel et bien sa couronne. Reportage, Joël Essenge, Élisée Bogba et Ike Cyril. Que servir que ce soit un seul but, pour gravir le souhait doit toujours. Caroline Aimée Seke ne maîtrise pas les paroles de l'hymne national du Cameroun. L'affaire fait grand bruit depuis que la demoiselle de 21 ans a été élue Miss Cameroun 2018. Mais pour le jury de cette édition, l'exécution de l'hymne national ne faisait pas partie des critères de sélection. L'exécution de l'hymne national, en tout cas pour cette année, n'était pas un des critères. Vous savez, on peut tester 1001 choses, mais pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas demandé aux candidates chanter l'hymne national. Il n'y a donc pas de quoi s'acharner sur l'heureuse élue, d'autant qu'elle a passé avec brio toutes les étapes exigibles de la présélection. Le jury a l'opportunité d'examiner et de tester les candidates 2 ou 3 fois avant cette finale. Elle était extrêmement bien préparée, elle a passé les tests. Mais le gros scandale de Miss Cameroun 2018 a été révélé par une autre Caroline, Caroline Kounou Biloa. Elle affirme avoir été appelée parmi les 12 finalistes, mais avoir été bloquée dans les vestiaires et empêchée de présenter son projet. Le jury, dans un premier temps, confirme que le dossard 20 avait bel et bien été appelé. Nous confirmons qu'elle a été bien appelée parmi les 12, puisque c'est moi-même qui ai appelé les noms publiquement, hein. On ne l'a pas fait en cachette. Bon, je ne veux pas venir me le dire ici. Mais le jury dit par la suite ne pas comprendre comment c'est une autre candidate qui est arrivée à sa place. Ça paraît tellement invraisemblable que vous appelez quelqu'un devant la première dame, devant tout un public, plus de 1500 personnes, et quelqu'un s'élève du comica pour aller le bloquer. Ça n'a aucun sens. Alors que nous avons moyen de bloquer des candidats bien avant. Je vous ai dit que le jury travaille en amont. Pour aller dans nos salles de délibération, nous passions devant les candidats. À aucun moment, elle ne m'a arrêté, ni arrêté un membre du jury. La supercherie, si supercherie il y a été découverte, mais trop tard. Le numéro 20 était parmi les derniers numéros. Donc celle qui l'a remplacée était en arrière. N'était pas. C'est juste au moment de son passage qu'on remarque. Et la première chose qui arrive au jury, on se regarde. Je m'en vais vérifier mes doutes. À ce moment, il était trop tard. Dans le jury, on soupçonne soit une négligence ou une distraction, soit une complicité avec la candidate arrivée en substitution.
Je peux vous dire que si cette fille était avec les 12, là où tout le monde était, et où les autres entendaient, elle serait venue. Je me suis demandé s'il n'y a même pas une complicité entre celle qui se plaint aujourd'hui et celle qui est entrée. C'est aussi possible. Pour tout dire, le jury décline toute responsabilité et affirme que Caroline Aimé Seke, Miss Cameroun 2018, mérite bien sa couronne. En finale, la Miss fait un lapsus grave qui lui vaut des points en moins. Elle dit, si je suis candidate Miss Suisse, on lui dit Miss Cameroun, ça lui fait des points en moins. Mais sauf que les autres aussi gaffent. Sa faute a été ça. Et ça lui a valu des points en moins. Mais personne, parmi les cinq dauphines, personne n'a fait mieux. Reste que l'affaire est portée devant les tribunaux. La première audience est prévue le 8 février prochain au tribunal de grande instance de Yaoundé. Caroline Kounou-Biloa, la plaignante, réclame pas moins de 30 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Comment placer l'économie numérique au cœur du processus de développement du Cameroun? C'est l'un des défis majeurs du gouvernement en 2018 et les acteurs du secteur des télécommunications mettent déjà la pression sur les pouvoirs publics afin de combattre l'immobilisme et de mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour le décollage de l'économie numérique au Cameroun. Ces réflexions sont évoquées au cours d'une concertation et d'une conférence annuelle placée sous la supervision du ministre des Postes et des Télécommunications. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Le développement de l'économie numérique se heurte à un immobilisme qui tranche avec la volonté réelle des pouvoirs publics de faire de ce secteur un véritable levier de croissance. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que nous sommes restés figés dans nos têtes sur les façons de faire. Par exemple, nous n'avons pas su développer la recherche appliquée dans le domaine de l'économie et dans le domaine digital en général. Elle reste très embryonnaire, alors que les besoins tels qu'énoncés par Madame le ministre des Postes et Télécommunications sont immenses. Nous devons carrément transformer tout le pays avec de nouvelles applications, avec de nouvelles façons de faire, avec de nouveaux procédés. C'est là que nous sommes complètement immobiles parce que nous travaillons sur des choses qui, disons, ne n'impactent pas réellement le développement. Un état des lieux montre que le fossé est grand pour parvenir à une économie numérique, considérée comme un catalyseur et un puissant levier d'innovation et de croissance inclusive. Il est reconnu que nous sommes appelés à jouer un rôle central. Aucun autre secteur ne pourra véritablement améliorer dans l'économie normale si on n'introduit pas les TIC. Et pour introduire les TIC, nous devons contribuer à améliorer cet environnement. Le faible taux de pénétration de l'Internet, le coût encore élevé des communications électroniques et la mauvaise qualité de service sont autant de défis qu'il faut relever pour espérer rattraper le retard. C'est dire que le gouvernement et tous les acteurs de la chaîne des postes et télécommunications ont du pain sur la planche pour baliser les chemins d'une économie numérique forte. Au niveau du Minpostel, nous avons déjà fait une évaluation interne que nous allons présenter, la soumettre à la critique et à l'enrichissement des autres acteurs du secteur. Et maintenant élaborer la stratégie pour 2018, particulièrement de mettre en place l'environnement qu'il faut pour le développement de l'économie numérique et qui reste toujours à 3 piliers. Les infrastructures, oui, c'est bien beau, mais les contenus numériques, la transformation numérique de la société pour que nous puissions aller à la pratique, résoudre les problèmes qui se posent aux Camerounais en y introduisant les TIC. L'enjeu est de taille, puisque l'économie numérique touche désormais un très grand nombre d'aspects de la vie humaine, comprenant des secteurs aussi variés que l'administration, la santé, l'éducation, le commerce, l'énergie, les transports et même les médias. La douane camerounaise va en guerre contre les produits importés de façon illicite. Les responsables, en lançant la semaine nationale de la douane dans la région du Nord-Ouest, ont réaffirmé leur volonté de mettre fin aux produits issus de la contrebande qui plombent l'économie du Cameroun. Ils ont aussi rappelé combien la crise anglophone a considérablement affecté le climat
des affaires avec les pays voisins, notamment le Nigeria. Et pour gagner cette bataille contre les produits importés de manière illicite, les responsables de la douane camerounaise appellent à la collaboration de toutes les populations et les opérateurs économiques. La journée internationale de la douane se célèbre le 26 janvier prochain. Le thème retenu cette année est un environnement commercial sûr au service du développement économique. Parlons à présent de l'insécurité dans la localité de Mbanga, département du Mungo. Un gang de malfrats vient d'être démantelé par la brigade territoriale de Mbanga. Il s'agit de 4 individus accusés de commercialiser et bien sûr de pouvoir proposer aux populations des stupéfiants. Une enquête menée par Jacques Molon et Julingue Nyondé. Voici les 4 mousquetaires accusés de semer la terreur dans la ville de Mbanga. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. Les 4 présumés malfrats, dont 3 hommes et une femme, sont présentés comme des trafiquants, consommateurs de stupéfiants et vols aggravés. D'ailleurs, il suffit de voir le butin saisi au cours de leur interpellation pour en avoir une idée. Des écrans plasma, tablettes, machettes, téléphones portables, du matériel de sonorisation qui aurait été importé lors de leur dernière opération chez un pasteur, selon les enquêteurs, et pour finir, du chanvre indien. Le grand banditisme a l'air de prendre un peu d'ampleur et heureusement, ayant reçu les consignes du haut commandement, nous avons mis sur pied des patrouilles régulières et dans le but de rassurer les populations. C'est ainsi que l'une des patrouilles est tombée sur des malfrats qui nous ont conduits où ils ont gardé le butin, enlevé chez un pasteur. Nous avons saisi ça. Je crois qu'à ce jour, ils seront devant l'autorité judiciaire. L'insécurité dicte sa loi dans l'arrondissement de Mbanga. Les populations désespérées crient leur détresse, même si les autorités locales se montrent rassurantes. Se défendre de leur manière, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment renforcer ces choses. Nous allons poursuivre cette mission pour traquer et dénicher afin d'extirper tous ces bandits des grands chemins et pour qu'ils puissent répondre de tout ce qu'ils ont fait devant la loi. Il y a quelques semaines, les forces de l'ordre de la localité mettaient la main sur un gang qui aurait ôté la vie au sieur Guy, un citoyen de la ville de Mbanga. Dans l'escale internationale, le Kenya a-t-il tourné la page de la crise post-électorale? L'ambiance reste quelque peu tendue dans la capitale kenyane avec l'opposition qui se mobilise pour barrer la voie au président réélu Uhuru Kenyatta. On fait le point avec Eric Martial Djomo. Raila Odinga et ses partisans pousseront-ils le bouton au point de prêter serment le 30 janvier prochain? Le scénario est redouté par le Kenya entier et même la communauté internationale puisque la mise à exécution de cette action causerait une véritable escalade de violence dans le pays. Le procureur général a quant à lui prévenu le leader de l'opposition kenyane. En cas de prestation de serment, il sera arrêté pour trahison et risque la peine de mort. À l'issue de la présidentielle d'août 2017, Uhuru Kenyatta avait été réélu pour un ultime mandat de 5 ans. Son élection avait ensuite été annulée par la Cour suprême kenyane. À l'issue de la reprogrammation en octobre 2017, le président sortant avait une fois encore été réélu malgré les protestations de l'opposition. Depuis, la société civile tente d'initier une médiation entre les deux parties, ceci à travers un dialogue national. Si Uhuru Kenyatta et les siens s'y sont montrés favorables, Raila Odinga reste fermement opposé à cette idée qui pour son camp est loin d'être une solution. Âgé de 73 ans, Raila Odinga joue désormais son avenir politique au Kenya car ils sont peu nombreux, même au sein de sa propre famille politique, à miser sur lui pour la présidentielle de 2022. Il sera alors âgé de 78 ans. Après une entrée en scène ratée dans le CHAN 2018, les Lions A' comptent bien sûr et sont condamnés à remporter le prochain match. On voit tout cela avec Étienne Pascal Azégué. Le faux pas contre le Congo est désormais un lointain souvenir pour Rigobert Song et ses poulains
qui ont à cœur de rectifier le tir lors de la prochaine sortie, le 20 janvier prochain. Les Lions A' poursuivent leur entraînement au Grand Stade d'Agadir. Les Camerounais n'ont pas trop de choix si jamais ils veulent atteindre les quarts de finale, comme ce fut le cas lors de leur dernière participation au championnat d'Afrique des Nations. Il sera important que l'entraîneur Rigobert Song propose un 11 entrants plus collectif dans le jeu que celui qui a démarré la rencontre face au Congo. On s'attend à des retouches, surtout sur l'entrejeu et à la ligne offensive, puisque le prochain adversaire des Lions A' n'est pas du tout un enfant de cœur. Angolais et Camerounais se connaissent d'ailleurs très bien. Ils se sont déjà rencontrés dans cette compétition, respectivement en 2011, et là, l'Angola avait pris le dessus en quart de finale à l'épreuve des tirs au but. Les Camerounais vont par contre prendre leur revanche lors du CHAN rwandais 2016. En match de poule, les Lions indomptables A' et les Palancas Negras vont s'affronter pour la 3e fois samedi prochain en 3 participations pour chacun. Une victoire est impérative pour les Lions A' avant la 3e et dernière journée dans le groupe D. Mais il faut dire qu'en cas de match nul, un dernier espoir restera lors de la dernière sortie et ça sera face au Burkina Faso. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Sur ce plateau, Célestin N'Djamène, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes le secrétaire national aux droits de l'homme du SDF, membre du comité exécutif national. Et la toute dernière session du NEC s'est tenue le week-end dernier. Il a fallu attendre plus de 3 jours afin d'avoir les résolutions du NEC. C'est inhabituel dans les attitudes et les mécanismes de fonctionnement de l'organe dirigeant du SDF. Qu'est-ce qui explique cette longue attente avant la publication des résolutions? Oui, on va dire que c'est relativement inhabituel, parce que c'est déjà arrivé que le NEC, les résolutions mettent un peu de temps à sortir. Vous aurez quand même noté que cette fois-ci, le NEC a pris 2 jours, tout un week-end, ce qui là non plus n'est pas très habituel. En tout cas, c'est déjà arrivé également. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas inscrit dans le marbre qu'il faut absolument que les résolutions soient distribuées ou publiées le lendemain du NEC. Ce n'est pas quelque chose qui est codifié dans nos statuts. Ceci dit, bon, on peut le comprendre peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de supputations par rapport aux prises de position du président national concernant l'usure du pouvoir, concernant l'exercice du pouvoir ou sa présence à la tête du parti. Est-ce que ces allégations sont fondées sur l'avenir politique du chairman du SDF? Ces allégations sont compréhensibles. Parce qu'en vérité, le chairman a parlé de son état de santé personnel, il a parlé de l'exercice du pouvoir, de l'usure du pouvoir. Il a pensé que quand vos préoccupations de santé prennent le pas sur votre gestion du parti, il faut souvent savoir en tirer les conséquences. Qu'il commençait à réfléchir effectivement sur la suite qu'il aura à donner, n'est-ce pas, à sa propre présence à la tête du parti. Donc il n'a pas pris une conclusion claire et nette. En clair, il y a de fortes chances que lors de ce congrès ordinaire du SDF prévu dans 1 mois, que le chairman se retire de la présidence du parti, il laisse d'autres jeunes loups du SDF être candidats pour... Il n'est pas exclu qu'il se retire, n'est-ce pas, de la course à la candidature pour être président le 22, 23 et 24 février. Il n'est pas non plus exclu qu'il se retirera de la candidature pour l'investiture du parti, du candidat du parti à l'élection présidentielle, mais il n'est pas non plus, n'est-ce pas, proscrit qu'il prenne sur lui pour être candidat, parce qu'en vérité, il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat, comprenez. Il a parlé de sa vision de la gestion d'un parti politique, de l'avenir électoral dans le cadre du SDF, mais également sur le plan national, mais je veux dire qu'il reste entièrement libre d'être candidat ou de ne pas l'être. Certains estiment que ce sont les cadres politiques du SDF qui ont mis pression, qui ont exercé une pression importante sur le chairman du SDF afin qu'il, pour cette année 2018, où l'on observe un dynamisme sur l'échiquier politique, qu'il puisse y avoir du sang neuf qui prend les rênes du parti.
Oui, vous savez, mon rôle, ce n'est pas de commenter les commentaires de mes camarades. Cela dit, chacun a son point de vue que je peux parfaitement respecter. Ce qui est sûr, c'est que le chairman, pour ce qui me paraît, a encore toutes les qualités intellectuelles, je crois que personne ne peut contester cela, et les qualités physiques, moi je les trouve en forme. Maintenant, s'il pense qu'il ne peut plus faire les tournées comme il y a 10 ans, les tournées des 10 régions, ça je pense que libre à lui d'en tirer les conclusions. Donc vous serez favorable pour une candidature du chairman John Frondi à l'élection présidentielle 2018? Je pense qu'il remplit les qualités. Bon, maintenant, je vous dis que la question d'être candidat ou de ne pas l'être, c'est une question qui relève de la conscience individuelle. Je ne peux pas être dans son esprit pour vous dire s'il pourra effectivement, finalement, se porter candidat. Vous le soutiendrez s'il est candidat? Bien naturellement, je le soutiendrai. Je ne serai pas candidat face à lui. Que les choses soient claires. Bon, maintenant, je pense qu'il faut souvent donner plus d'accent et de relief aux déclarations précise et définitive, plutôt que de commenter les supputations du président national. Je sais bien que c'est un personnage assez important de la vie politique du Cameroun, mais ce n'est pas une raison de, comme j'ai lu dans la presse, le chairman passe la main, il fait ci, il fait ça. Mais non, nous avons des procédures tout à fait claires. Pour ce qui concerne le congrès ordinaire, donc qui aura lieu le 22, 23 et 24 février prochain, donc dans moins d'un mois, dans un mois et quelques jours, pardon, et les personnes vont postuler à des postes, comme moi je l'ai été en 2012 comme candidat aux droits de l'homme, que j'ai gagné, et d'autres seront peut-être candidats à la présidence du parti. Maintenant, pour être investi comme candidat du SDF à l'élection présidentielle, il y a un congrès extraordinaire. Ça, c'est les statuts qui le disent. Et le SDF est fort parce que nous savons respecter nos statuts. On ne donnera l'occasion à personne de piétiner les statuts, ni sur le plan régional, ni sur le plan national. Après plus de 20 ans passés à la tête du SDF et comme candidat de ce parti à la présidentielle, est-ce que vous pensez qu'il est temps pour le chairman de donner la possibilité à d'autres cadres qui ont fait leur preuve sur l'échiquier politique d'impulser une nouvelle dynamique au sein de ce parti de l'opposition? Vous savez, il y a beaucoup de talents au SDF. Moi, j'ai été candidat face à lui en 2006, comme vous le savez peut-être, et je n'ai pas été zigouillé, je n'ai pas eu le 8-2, parce que nous sommes convaincus, nous pratiquons la démocratie au sein de notre parti. Il faut déjà que certains candidats, les jeunes loups, comme vous dites, puissent se porter candidats. Peut-être que les délégués, parce que chez nous, le pouvoir appartient au peuple. Who has the power? The people has the power. Donc si les candidats du SDF, les jeunes loups, comme on dit, se sont capables de se porter candidat face au chairman, s'il demeure candidat, eh bien qu'il le fasse. Maintenant, la décision revient au peuple des délégués du SDF qui vont choisir le candidat. Une fois pour diriger le parti dans les 4 prochaines années, et une autre fois pour représenter le parti à la présidentielle. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de candidat, ni pour l'investiture, ni pour, comment dirais-je, la fonction de président du SDF, dont les jeux sont ouverts. On attend les propositions et les décisions des uns des autres, mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre à commenter les commentaires. La porte est libre à chaque personne, chaque membre du parti qui remplit les conditions. Justement, le NEC qui s'est exprimé sur la crise anglophone, estimant que le chef de l'État a refusé, bien sûr, d'ouvrir un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise. Pourtant, le président de la République, dans son discours du 31 décembre 2017, a clairement fait savoir qu'il est favorable au dialogue, qu'il a plusieurs fois envoyé des émissaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et que des informations lui sont parvenues que les populations de ces deux régions veulent la paix et veulent elles-mêmes décider de leur développement socio-économique. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec le dialogue mis en place par le président de la République? Non, monsieur le président de la République est un spécialiste de déclaration, de dialogue de façade. Parce que depuis un an, qu'a-t-il fait? Le SDF, dans ses multiples résolutions, a invité de manière très précise et très formelle le président de la République de mettre en place un dialogue national inclusif dont devrait impliquer toutes les forces vives de la nation, pas seulement les élites du nord-ouest ou du sud-ouest. Il ne l'a pas entendu. Je suis convaincu que si le président de la République, qui est dans une logique de guerre, qui s'est entêté à traiter les gens de terroristes et d'extrémistes, de sécessionnistes, s'il avait pris la mesure des choses, s'il avait au moins écouté le SDF, je crois que nous ne serons pas aujourd'hui au crépitement des armes. M. Biya a créé cette radicalisation, il a mis des fédéralistes, des anglophones, des patriotes anglophones en prison. Il a donc prêté le flanc aux sécessionnistes. Donc, les sécessionnistes, c'est la création de M. Biya qui a intérêt à ce que le pourrissement s'installe. Parce que s'il n'y a pas de pourrissement, il ne peut pas s'éterniser facilement au pouvoir. Mais le chef de l'État estime que c'est une bande d'extrémistes séparatistes qui ont instrumentalisé des revendications
corporatiste pour revendiquer la sécession et qu'il est de son droit de pouvoir défendre et préserver l'intégrité du territoire du Cameroun et qu'il compte bien sûr punir ces assaillants sécessionnistes. Que pensez-vous de cette sortie de l'État? C'est vrai qu'il n'est pas de notre droit de contester l'article 5 de la Constitution qui donne au président de la République de maintenir l'intégrité territoriale. Ça, c'est clair et net. C'est même le chef des armées, selon la Constitution. Maintenant, la question principale, est-ce la sécession? Il est en train d'instrumentaliser la sécession pour évacuer le vrai problème central, qui est le problème de la forme de l'État. C'est ça qui se passe. Il a déclaré la guerre à ses propres concitoyens. Donc, M. Biya est parfaitement responsable de ce qui arrive dans la partie nord et sud-ouest du Cameroun. Il faut dire la chose. Il n'est ni pour le dialogue, il est un va-t-en-guerre. Son discours n'a jamais été un discours d'apaisement. Il proclame un dialogue de façade, il prend des mesurettes cosmétiques, mais il n'agit jamais, il ne sort jamais de son bunker de Vomeka ou d'Etoudi. Or, le rôle d'un président de la République, c'est d'aller vers ses concitoyens, de les écouter. Je suis convaincu que s'il avait fait depuis 1 an, encore une fois, il y aurait aujourd'hui un apaisement. Et puis alors, parlons un peu de la décentralisation, parce qu'en vérité, quand vous regardez bien la Constitution de 96, il était prévu au moins les élections régionales. Alors, s'il y avait eu l'élection des gouverneurs des régions, je pense que la périphérie aurait réglé ce problème. Mais le chef de l'État a dit qu'il a écouté les populations d'après les rapports qui lui sont parvenus et qu'il a annoncé une réforme majeure pour l'accélération de la décentralisation durant les premières semaines ou les prochains mois de 2018. Est-ce que ce n'est pas une réponse politique aux problèmes qui se posent dans ces régions anglophones? C'est une réponse non pas politique mais politicienne. On ne peut accélérer que ce qui a démarré. La décentralisation n'a jamais démarré. Donc c'est un mensonge d'État que nous dit M. Biya. M. Biya, c'est le président de la République, il a tous les pouvoirs. Il était donc en pleine capacité d'engager les maires et les préfets en tout cas de respecter le pouvoir des élus. Ce n'est pas le cas depuis 21 ans. La décentralisation est mornée, ça n'a jamais eu véritablement lieu au pays. Comment se fait-il que les élus que nous sommes, moi je suis conseiller municipal dont je parle d'autorité, sont soumis, n'est-ce pas, au diktat d'un préfet et des sous-préfets? Ça n'est pas normal. Dans une république qui se dit décentralisée, il faut absolument accorder le plein pouvoir dans ce cadre-là aux personnes élues. Donc, quand M. Biya parle de dialogue, c'est vraiment de la récréation. Il amuse la galerie. Ce n'est pas sérieux. Pour revenir sur la question anglophone, Céline Oufoulet, il est clair qu'aujourd'hui, sur la crise anglophone, il y a eu dans le nord-ouest et le sud-ouest des exactions majeures qui ont été commises par certains éléments de l'armée. Il y a eu des violences, il y a eu des personnes qui ont été torturées. Il y a eu vraiment des actes inacceptables, d'extorsion de fonds. Hein. Aujourd'hui, le général Sali, qui est maintenant dans le sud-ouest, aujourd'hui, la circulation ne fonctionne pas parce que là où il réside, on ne peut pas circuler normalement. Bon, ça fait partie un peu de l'atmosphère de psychose qui règne dans ce milieu-là, dans cette zone-là, et ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui encore, d'un dialogue inclusif pour que la paix revienne. Alors, sans ce dialogue, justement, inclusif, dans ce contexte social et sécuritaire, les élections attendues pourront-elles se tenir dans ce contexte? Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément lié à un dialogue, puisque le président de la République, il a parfaitement le droit de tenir les élections, de convoquer le corps, sans tenir compte forcément de ce critère-là, mais il me semble légitime que les élections se fassent dans une atmosphère de paix et de sérénité. Si les deux régions du Cameroun continuent à être sous la menace de l'insécurité, je ne vois pas comment on pourrait continuer à parler d'élections. D'ailleurs, lui-même l'a dit le 31 décembre, il a dit que si il prendra toutes les mesures nécessaires afin que les élections puissent se tenir. Ça veut donc dire qu'il n'est pas garanti à 100%, si la sécurité ne revient pas, qu'on puisse tenir les élections. Donc il a mis comme une espèce de voile d'incertitude dans cette déclaration-là. Moi, je dis que le seul vrai problème, c'était le débat sur la forme de l'État. Et je tiens ici à saluer les parlementaires SDF. M. Nincho et les autres ont posé des actes majeurs au sein de l'Assemblée qui ont permis aux yeux du monde entier de voir, n'est-ce pas, que ce pouvoir, qui est complètement dictatorial totalité, est incapable, alors même qu'il est majoritaire dans les deux chambres du Parlement, d'inscrire à l'ordre du jour un sujet sur la crise anglophone. Alors là, c'est inadmissible et je dis chapeau à nos parlementaires. Merci Célestin Ndiamène. Je précise que vous êtes secrétaire national aux droits de l'homme du SDF. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social présentée par Éric Fernand Kouamo. Bonne soirée sur cette même antenne.
à la collaboration de toutes les populations et les opérateurs économiques. La journée internationale de la douane se célèbre le 26 janvier prochain. Le thème retenu cette année est un environnement commercial sûr au service du développement économique. Parlons à présent de l'insécurité dans la localité de Mbanga, département du Mungo. Un gang de malfrats vient d'être démantelé par la brigade territoriale de Mbanga. Il s'agit de 4 individus accusés de commercialiser et bien sûr de pouvoir proposer aux populations des stupéfiants. Une enquête menée par Jacques Molon et Julingue Nyondé. Voici les 4 mousquetaires accusés de semer la terreur dans la ville de Mbanga. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. Les 4 présumés malfrats, dont 3 hommes et une femme, sont présentés comme des trafiquants, consommateurs de stupéfiants et vols aggravés. D'ailleurs, il suffit de voir le butin saisi au cours de leur interpellation pour en avoir une idée. Des écrans plasma, tablettes, machettes, téléphones portables, du matériel de sonorisation qui aurait été importé lors de leur dernière opération chez un pasteur, selon les enquêteurs, et pour finir, du chanvre indien. Le grand banditisme a l'air de prendre un peu d'ampleur et heureusement, ayant reçu les consignes du haut commandement, nous avons mis sur pied des patrouilles régulières et dans le but de rassurer les populations. C'est ainsi que l'une des patrouilles est tombée sur des malfrats qui nous ont conduits où ils ont gardé le butin, enlevé chez un pasteur. Nous avons saisi ça. Je crois qu'à ce jour, ils seront devant l'autorité judiciaire. L'insécurité dicte sa loi dans l'arrondissement de Mbanga. Les populations désespérées crient leur détresse, même si les autorités locales se montrent rassurantes. Se défendre de leur manière, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment renforcer ces choses. Nous allons poursuivre cette mission pour traquer et dénicher afin d'extirper tous ces bandits des grands chemins et pour qu'ils puissent répondre de tout ce qu'ils ont fait devant la loi. Il y a quelques semaines, les forces de l'ordre de la localité mettaient la main sur un gang qui aurait ôté la vie au sieur Guy, un citoyen de la ville de Mbanga. Dans l'escale internationale, le Kenya a-t-il tourné la page de la crise post-électorale? L'ambiance reste quelque peu tendue dans la capitale kenyane avec l'opposition qui se mobilise pour barrer la voie au président réélu Uhuru Kenyatta. On fait le point avec Eric Martial Djomo. Raila Odinga et ses partisans pousseront-ils le bouton au point de prêter serment le 30 janvier prochain? Le scénario est redouté par le Kenya entier et même la communauté internationale puisque la mise à exécution de cette action causerait une véritable escalade de violence dans le pays. Le procureur général a quant à lui prévenu le leader de l'opposition kenyane. En cas de prestation de serment, il sera arrêté pour trahison et risque la peine de mort. À l'issue de la présidentielle d'août 2017, Uhuru Kenyatta avait été réélu pour un ultime mandat de 5 ans. Son élection avait ensuite été annulée par la Cour suprême kenyane. À l'issue de la reprogrammation en octobre 2017, le président sortant avait une fois encore été réélu malgré les protestations de l'opposition. Depuis, la société civile tente d'initier une médiation entre les deux partis, ceci à travers un dialogue national. Si Uhuru Kenyatta et les siens s'y sont montrés favorables, Raila Odinga reste fermement opposé à cette idée qui pour son camp est loin d'être une solution. Âgé de 73 ans, Raila Odinga joue désormais son avenir politique au Kenya car ils sont peu nombreux, même au sein de sa propre famille politique, à miser sur lui pour la présidentielle de 2022. Il sera alors âgé de 78 ans. Après une entrée en scène ratée dans le CHAN 2018, les Lions A' comptent bien sûr et sont condamnés à remporter le prochain match. On voit tout cela avec Étienne Pascal Azégué. Le faux pas contre le Congo est désormais un lointain souvenir pour Rigobert Song et ses poulains qui ont à cœur de rectifier le tir lors de la prochaine sortie le 20 janvier prochain. Les Lions A' poursuivent leur entraînement au Grand Stade d'Agadir. Au sujet de la nationalité de Aimé Caroline Seke,
Oui, je le reconnais et l'avoue, ayant quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans, je n'ai pas toujours eu l'occasion de chanter parfaitement et de maîtriser les paroles de notre belle hymne nationale, raison pour laquelle vous avez vu cette vidéo en ligne. Mais l'esprit de leadership qui m'anime et l'amour que j'ai pour mon pays m'ont amené jusqu'à présent à corriger ce manquement, mais aussi à m'imprégner davantage des réalités socio-culturelles du Cameroun, mon cher et beau pays. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton capot fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but. Si cette vidéo a le don d'adoucir quelques esprits choqués, elle irrite en même temps d'autres Camerounais qui estiment que la Miss aurait dû se taire. C'est dire combien l'élection Miss Cameroun 2018 fait des vagues, 3 semaines à peine après sa tenue. Notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Cette année encore, l'élection Miss Cameroun a été émaillée de plusieurs scandales. La couronne de cette reine de beauté est contestée par une candidate finaliste qui exige l'annulation pure et simple de cette compétition après avoir été écartée, selon elle, de façon ne respectant pas le règlement intérieur de ce concours, des manœuvres visant à l'empêcher de présenter son projet. La candidate finaliste qui exige l'annulation pure et simple de cette élection Miss Cameroun 2018, alors que l'affaire est portée devant les tribunaux. Le président du jury crie au scandale. Pour Daniel Claude Abaté, la Miss Cameroun 2018 mérite bel et bien sa couronne. Reportage, Joël Essenge, Élisée Bogba et Ike Cyril. Que servir que ce soit tes seuls buts, pour gravir le souhait doit toujours. Caroline Aimé Seke ne maîtrise pas les paroles de l'hymne national du Cameroun. L'affaire fait grand bruit depuis que la demoiselle de 21 ans a été élue Miss Cameroun 2018. Mais pour le jury de cette édition, l'exécution de l'hymne national ne faisait pas partie des critères de sélection. L'exécution de l'hymne national, en tout cas pour cette année, n'était pas un des critères. Vous savez, on peut tester 1001 choses, mais pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas demandé aux candidates chanter l'hymne national. Il n'y a donc pas de quoi s'acharner sur l'heureuse élue, d'autant qu'elle a passé avec brio toutes les étapes exigibles de la présélection. Le jury a l'opportunité d'examiner et de tester les candidates 2 ou 3 fois avant cette finale. Elle était extrêmement bien préparée, elle a passé les tests. Mais le gros scandale de Miss Cameroun 2018 a été révélé par une autre Caroline, Caroline Kounou Biloa. Elle affirme avoir été appelée parmi les 12 finalistes, mais avoir été bloquée dans les vestiaires et empêchée de présenter son projet. Le jury, dans un premier temps, confirme que le dossard 20 avait bel et bien été appelé. Nous confirmons qu'elle a été bien appelée parmi les 12, puisque c'est moi-même qui ai appelé les noms publiquement, hein, on ne l'a pas fait en cachette. Bon, je ne veux pas venir me le dire ici. Mais le jury dit par la suite ne pas comprendre comment c'est une autre candidate qui est arrivée à sa place. Ça paraît tellement invraisemblable que vous appelez quelqu'un devant la première dame, devant tout un public, plus de 1500 personnes, et quelqu'un s'élève du comica pour aller bloquer. Ça n'a aucun sens. Alors que nous avons moyen de bloquer des candidats bien avant. Je vous ai dit que le jury travaille en amont. Pour aller dans nos salles de délibération, nous passions devant les candidats. À aucun moment, elle ne m'a arrêté, ni arrêté au nom du jury. La supercherie, si supercherie il y a été découverte, mais trop tard. Le numéro 20 était parmi les derniers numéros. Donc celle qui l'a remplacée était en arrière. C'est juste au moment de son passage qu'on remarque. Et la première chose qui arrive au jury, on se regarde. Je m'en vais vérifier mes doutes. À ce moment, il était trop tard. Dans le jury, on soupçonne soit une négligence ou une distraction, soit une complicité avec la candidate arrivée en substitution. Je peux vous dire que si cette fille était avec les 12, là où tout le monde était, et où les autres entendaient, elle serait venue.
Je me suis demandé s'il n'y a même pas une complicité entre celle qui se plaint aujourd'hui et celle qui est entrée. C'est aussi possible. Pour tout dire, le jury décline toute responsabilité et affirme que Caroline Aimé Seke, Miss Cameroun 2018, mérite bien sa couronne. En finale, la Miss fait un lapsus grave qui lui vaut des points en moins. Elle dit, si je suis candidate Miss Suisse, on lui dit Miss Cameroun, ça lui fait des points en moins. Mais sauf que les autres aussi gaffent. Sa faute a été ça. Et ça lui a valu des points en moins. Mais personne, parmi les cinq dauphines, personne n'a fait mieux. Reste que l'affaire est portée devant les tribunaux. La première audience est prévue le 8 février prochain au tribunal de grande instance de Yaoundé. Caroline Kounou Biloa, la plaignante, réclame pas moins de 30 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Comment placer l'économie numérique au cœur du processus de développement du Cameroun? C'est l'un des défis majeurs du gouvernement en 2018 et les acteurs du secteur des télécommunications mettent déjà la pression sur les pouvoirs publics afin de combattre l'immobilisme et de mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour le décollage de l'économie numérique au Cameroun. Ces réflexions sont évoquées au cours d'une concertation et d'une conférence annuelle placée sous la supervision du ministre des Postes et des Télécommunications. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Le développement de l'économie numérique se heurte à un immobilisme qui tranche avec la volonté réelle des pouvoirs publics de faire de ce secteur un véritable levier de croissance. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que nous sommes restés figés dans nos têtes sur les façons de faire. Par exemple, nous n'avons pas su développer la recherche appliquée dans le domaine de l'économie et dans le domaine digital en général. Elle reste très embryonnaire, alors que les besoins tels qu'énoncés par Madame le ministre des Postes et Télécommunications sont immenses. Nous devons carrément transformer tout le pays avec de nouvelles applications, avec de nouvelles façons de faire, avec de nouveaux procédés. C'est là que nous sommes complètement immobiles parce que nous travaillons sur des choses qui, disons-le, n'impactent pas réellement le développement. Un état des lieux montre que le fossé est grand pour parvenir à une économie numérique, considérée comme un catalyseur et un puissant levier d'innovation et de croissance inclusive. Il est reconnu que nous sommes appelés à jouer un rôle central. Aucun autre secteur ne pourra véritablement améliorer dans l'économie normale si on n'introduit pas les TIC. Et pour introduire les TIC, nous devons contribuer à améliorer cet environnement. Le faible taux de pénétration de l'Internet, le coût encore élevé des communications électroniques et la mauvaise qualité de service sont autant de défis qu'il faut relever pour espérer rattraper le retard. C'est dire que le gouvernement et tous les acteurs de la chaîne des postes et télécommunications ont du pain sur la planche pour baliser les chemins d'une économie numérique forte. Au niveau du Minpostel, nous avons déjà fait une évaluation interne que nous allons présenter, la soumettre à la critique et à l'enrichissement des autres acteurs du secteur. Et maintenant élaborer la stratégie pour 2018, particulièrement de mettre en place l'environnement qu'il faut pour le développement de l'économie numérique et qui reste toujours à 3 piliers. Les infrastructures, oui, c'est bien beau, mais les contenus numériques, la transformation numérique de la société pour que nous puissions aller à la pratique, résoudre les problèmes qui se posent aux Camerounais en y introduisant les TIC. L'enjeu est de taille, puisque l'économie numérique touche désormais un très grand nombre d'aspects de la vie humaine, comprenant des secteurs aussi variés que l'administration, la santé, l'éducation, le commerce, l'énergie, les transports et même les médias. La douane camerounaise va en guerre contre les produits importés de façon illicite. Les responsables, en lançant la semaine nationale de la douane dans la région du Nord-Ouest, ont réaffirmé leur volonté de mettre fin aux produits issus de la contrebande qui plombe l'économie du Cameroun. Ils ont aussi rappelé combien la crise anglophone a considérablement affecté le climat des affaires avec les pays voisins, notamment
le Nigeria. Et pour gagner cette bataille contre les produits importés de manière illicite, les responsables de la douane camerounaise appellent à une des résolutions du comité exécutif national, lequel condamne la déclaration de guerre de Paul Biya aux assaillants sécessionnistes, un chef de l'État qui, selon le SDF, refuse d'ouvrir un dialogue inclusif pour traiter des causes profondes de la crise anglophone. Cependant, rien n'a été dit sur l'avenir politique du chairman du SDF à un mois du congrès ordinaire du principal parti de l'opposition. Des précisions avec Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. C'est l'un des principaux points du communiqué issu des travaux du comité exécutif du Social Democratic Front à Bamenda. Le parti demande au gouvernement de mettre un terme à la convention de près de 75 milliards de francs CFA signée entre le Cameroun et la Chine dans le cadre du projet de développement du numérique dans les universités, et dans l'une des déclinaisons est la distribution de 500 000 ordinateurs aux étudiants. Des ordinateurs dont les caractéristiques et le coût alimentent une vive polémique depuis lors, le parti demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur le sujet. Le SDF appelle par ailleurs les pouvoirs publics à réorienter les fonds vers la création d'une usine de fabrication de ces machines au Cameroun. Le Social Democratic Front annonce son déplacement de Nidjon Frundi au Nigeria, aux côtés des Camerounais réfugiés du fait des tensions dans la région du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, mais également le Nord-Ouest, où la formation politique condamne les violences, viols et enlèvements, notamment dans les départements de la Magnou et du Ndiang. Si le communiqué du NEC ne dit mot sur l'avenir politique de Nidjon Frundi, les débats ont été particulièrement longs et houleux sur la question. Le chairman aurait concédé de se retirer de la tête du parti qu'il dirige depuis sa création en 1990, quitter la présidence du parti et probablement l'arène de l'élection présidentielle. Au SDF, cette option de renouvellement des énergies est envisagée. Le premier vice-président du parti, Joshua aussi, est sur les feux des projecteurs. Le débat sera tranché lors du congrès du 22 au 24 février prochain. Pour analyser et comprendre ces résolutions du NEC et la polémique autour de l'avenir politique du chairman du SDF, l'invité du journal est Célestin Ndiamen, secrétaire national aux droits de l'homme au SDF. Il est également membre du NEC. Il interviendra en deuxième partie de ce journal. Parlons à présent de cette affaire Miss Cameroun 2018. Elle essuie les critiques les plus acerbes sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Son incapacité à maîtriser l'hymne national lui ont valu des critiques de la part des Camerounais qui estiment que c'est une faute grave pour la part d'une reine de beauté. La mise en cause a produit une autre vidéo pour s'expliquer et démontrer aux yeux de l'opinion nationale sa maîtrise du chant patriotique. Malgré cela, la polémique est restée vive, selon le constat que fait Marcelin Gansop dans ce reportage. À peine la polémique sur son élection a envahi l'espace médiatique et désormais les tribunaux, que la Miss elle-même se retrouve sous les feux des projecteurs à la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. En 52 secondes, Aimée Caroline Secker étale ses insuffisances quant à la maîtrise de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, var debout et vers l'eau de ta liberté. Que servir que ce soit tes seuls buts, pour gravir le ciel doit toujours tes patries, tes chéris, tu es notre joie, le droit bonheur. Sans surprise, les réactions de désapprobation n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Certains internautes allant jusqu'à demander que la couronne lui soit retirée pour non-maîtrise de ce que les Camerounais ont de sacré, à savoir l'hymne national. D'aucuns parlant d'ailleurs de l'assassinat de l'hymne national. D'autres qualifiant de tête percée celle qui accepte de compétir à l'élection Miss Cameroun. Ouvrez grand les yeux. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole à dents de foi et d'unité. Devant cette avalanche de critiques, la réaction de la Miss n'a pas tardé. D'abord pour relever que la vidéo qui l'incrimine date de longtemps, bien avant son élection comme Miss Cameroun. Ensuite pour démontrer aux yeux du monde qu'elle maîtrise bel et bien l'hymne national du Cameroun.
Une sortie qui intervient alors qu'une nouvelle polémique enfle. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF exige l'ouverture d'une enquête indépendante sur ce projet gouvernemental de distribution des ordinateurs chinois aux étudiants camerounais. Le principal parti de l'opposition est monté au créneau pour condamner la déclaration de guerre de Paul Biya aux assaillants sécessionnistes et accuser le chef de l'État de refuser l'ouverture d'un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise socio-politique anglophone. Ce sont quelques résolutions du comité exécutif national du SDF, lequel n'a pas évoqué officiellement l'avenir du chairman du SDF à un mois du congrès ordinaire du principal parti de l'opposition. À peine élue Miss Cameroun, la couronne de cette reine de beauté est déjà contestée entre les critiques sur sa non-maîtrise de l'hymne national et la disqualification controversée d'une candidate finaliste à cette compétition. Les risques d'annulation planent sur ce concours de beauté. D'aucuns crient à la cabale, d'autres dénoncent une crise des valeurs morales. Nous vous dirons tout sur cette affaire dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La promiscuité gagne du terrain en milieu scolaire. À Banjoun, dans la région de l'Ouest, une école publique offre des conditions de travail intenables aux instituteurs et aux élèves. C'est le constat qu'ont fait Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat dans ce reportage. Banjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Kunki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au coût moyen 2, casé dans un foyer communautaire. Nous sommes 3 pour un cycle complet. C'est ce qui dit chaque enseignant tient 2 salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Des contrevents tiennent lieu de murs mitoyens entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et nous recevons tout le bruit. Et ce tintamarre qui dure depuis 8 ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné moi particulièrement le mal de nerfs. De telle enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Sumbanjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilettes pour le directeur, les enseignants et les élèves. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. La maternelle est une autre curiosité. Un bruyant poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. Vous bavardez trop. Chacun me dit la voyelle là. Sur la table, avec le doigt. Avec le doigt, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni infrastructure. Un chantier de construction de 4 salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. Mais les travaux évoluent à pas de tortue. Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. Élèves et enseignants de l'école publique de Sumbanjoun n'ont de choix que de prendre leur mal en patience. Mais pour combien de temps ne cesse-t-il de s'interroger? Le SDF exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce projet controversé de distribution des ordinateurs chinois aux étudiants camerounais. C'est